Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Le bodyguard de Kanye West prévoit de tout révéler. Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ne sont plus ensemble. Est-ce que Michelle Obama a eu raison de soutenir la transidentité de Zaya Wade? Le nouveau visage de Khloé Kardashian fait débat. Mais à qui la faute? Le pire, le meilleur de la semaine, et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. Kanye West est en plein dans son divorce avec Kim Kardashian, qu'il traverse difficilement si on en croit les sources. Malheureusement pour lui, ce n'est pas son seul problème. Son ancien garde du corps, Steve Stanulis, viré il y a 5 ans, continue de partager ce qu'il a pu vivre au service de la grande star capricieuse. C'est ainsi qu'il le décrit, son client le plus difficile à vivre, qui lui aurait imposé des règles de travail absurdes. Déjà il y a 5 ans, Steve Stanulis révélait que Kanye lui demandait de se tenir à au moins 10 pas de distance de lui, ce qui logiquement ne facilite pas le travail d'une garde rapprochée. Donc évidemment, si quelqu'un arrivait et faisait quelque chose, le temps que je cours pour l'empêcher, ce serait déjà arrivé. Il raconte aussi l'histoire de sa première rencontre avec Kanye, alors qu'ils étaient dans un ascenseur. Lorsqu'il arrive, on monte dans l'ascenseur et il me dit « Ne vas-tu pas appuyer sur le bouton de notre étage ?» Je réponds « Je n'ai aucune idée de l'étage, c'est mon premier jour. » Donc il a commencé une tirade. « Donc tu veux dire que tu n'as pas appelé à l'avance pour savoir où je suis censé aller ?» J'ai dit non. Ensuite, Steve l'aurait remis à sa place. 1. Tu peux me dire quel bouton je dois appuyer et ensuite je saurai. 2. Tu peux appuyer sur le bouton et je verrai lequel tu appuies et donc je saurai. Ou 3. Tu peux rester là toute la journée à me dire à quel point ton temps est important et nous n'irons nulle part. Encore une fois, c'était notre première interaction. Il a choisi la première option. Encore une semi-révélation que Steve nous a fait à l'époque. Pour lui, il était clair, ou en tout cas hautement probable, que Kim et Kanye ont pour habitude de prévenir les paparazzis quand ils sont sur le point de quitter un endroit. C'est impossible qu'à chaque fois qu'on part, tous ces gens soient au courant. Il y a clairement quelqu'un qui les prévient. C'est juste mon opinion. Je dis juste que c'est une grosse coïncidence que, peu importe où nous sommes, ils sont toujours là. Peut-être sont-ils plus forts que ce que je pense. LOL. Et après ça insulte les paparazzis car ils sont trop intrusifs. Bref, avant de raconter tout ça, Steve Stanulis a fini par se faire brusquement virer il y a 5 ans, juste avant la soirée du Met Gala. Pourquoi? Parce qu'il aurait flirté avec Kim Kardashian, avant le départ pour la soirée. Steve a toujours nié. Aujourd'hui, le garde du corps a sans doute encore quelques dossiers sous le coude, puisqu'il prépare un documentaire exclusif sur sa vie avec Kanye West. Ça fait maintenant 5 ans qu'il traîne les mêmes dossiers, donc je sais pas trop ce qu'il va mettre de nouveau dans son documentaire. Mais bon. Michelle Obama a reçu des critiques suite à son interview avec la fille du basketteur Dwyane Wade, Zaya. Il l'élève avec sa femme Gabrielle Union. Dwyane a aussi 2 autres fils, qui ne sont pas de Gabrielle, et une petite fille qu'ils ont eue ensemble grâce à une mère porteuse. Bref, Zaya est une petite personne radieuse qui sait faire des saltos arrière. Le seul hic, si on peut appeler ça comme ça, c'est que Zaya n'est pas biologiquement une fille. Elle est née Zion, et c'est en fait un garçon. Gabrielle et Dwyane ont soulevé les critiques et les soutiens quand ils ont décidé de soutenir entre guillemets la transition de leur fils alors qu'il n'avait que 12 ans. Il n'est pas encore question de changement de sexe, par contre ils affichent leur soutien en l'autorisant à mettre du vernis, à s'habiller de façon plus féminine, bien sûr ils l'appellent Zaya au lieu de Zion, et la désignent comme une fille. Dwyane avait par exemple reçu un vent de critiques lorsqu'il a publié une photo de Gabrielle, leur petite fille Kavia, et Zaya, en titrant « Mes filles ». Au début on pensait que Zaya était entre guillemets juste homosexuelle, mais en fin de compte c'est plus compliqué que ça. Elle se sent comme une fille, et ses parents la soutiennent dans cette démarche. C'est délicat parce que Zaya n'avait que 12 ans, aujourd'hui elle en a 13. Elle a eu la chance d'interviewer Michelle Obama dans le cadre du mois de l'histoire des femmes, et forcément, à un moment, elles ont abordé sa transidentité. Et voici comment Michelle O a géré le truc. What advice do you have for teens who want to be themselves and thrive, like you have and currently are? Well, like you have and currently are, you know? I am just so proud of you being just an amazing role model and embracing your truth. My first piece of advice is be patient with yourself. At your age or in the teenage years and probably through your 20s, you're going to be experimenting with so many versions of yourself. All young people are trying on different versions, different voices. They're learning more about their intellect. They're learning about what they love, what they're good at, what they like. This is the period of exploration, right? And sometimes we put too much pressure on teenagers to know who you're going to be.
Like, what do you want to be when you grow up? Right. That's what I write. It was a question that I hated. It's like, how am I supposed to? I'm 13. I'm 12. You're not supposed to know yet. Your Right. job now as a teenager is not to have it all figured out, but to give yourself space and time to learn and grow. Suite à cela, Jay Boog, des B2K à l'ancienne, a fait un commentaire. Pour lui, ce n'est pas un comportement à encourager car c'est un signe de la fin du monde. Ceci n'est pas cool, très démoniaque. Utiliser cet enfant pour leur plan, remplacer l'homme, faire de la femme le nouvel homme et plus de reproduction, cet enfant ne devrait pas être le représentant de ce mouvement. Triste mais vrai. Réveillez-vous les gens, le monde est proche de sa fin. C'est comme s'il créait le chemin à suivre pour les enfants qui arrivent. Le pouvoir de suggestion et de saturation de la nouvelle humanité est effrayant. Regardez les vêtements pour hommes, etc., les coupes de cheveux, les hommes qui ressemblent de plus en plus à des femmes et les comportements des femmes sont de plus en plus masculins. Waouh, c'est très dur ce qu'il dit. Je crois que cela ne concerne même plus Michelle Obama et Zaya spécifiquement. Il parle de la direction vers laquelle le monde s'en va. Et là pour le coup, oui, c'est transphobe. Mais je trouve que son discours est ancré surtout dans une peur masculine irrationnelle, car si on pousse son raisonnement, ça mène nulle part. Si les hommes deviennent des femmes et inversement, pourquoi il n'y aurait plus de reproduction? Les deux sexes seraient toujours présents, sous une autre forme certes, mais toujours là. Par contre, je pense aussi que c'est une grosse pression pour une enfant de 13 ans d'être ainsi un visage public de la transidentité chez les jeunes. Le genre de pression qui rend encore plus difficile les retours en arrière. Car qu'on le veuille ou non, il y a des chances pour qu'elle change d'avis. Bref, pour en revenir à l'interview, je trouve que pour une ancienne première dame noire et qui n'est pas la mère de Zaya, elle a très bien géré sa réponse. À cet instant, ce n'était pas à Michelle Obama de dire à Zaya comment elle doit gérer son identité. Mais en même temps, elle n'a pas non plus dit le contraire de ce qu'elle pense pour faire plaisir aux LGBT. Elle a dit à Zaya d'exprimer ce qu'elle veut exprimer, de prendre son temps et de toujours se laisser l'opportunité de changer d'avis. Comme je vous disais, les parents de Zaya ont eu beaucoup de critiques pour le choix qu'ils ont fait. Par exemple, je sais que Soraya, l'actrice de Empire, a parlé, et aussi le présentateur Mario Lopez. Lui d'ailleurs, il s'est même excusé juste après car on a menacé de le virer de son émission. Moi, j'ai rien à reprocher à Gabrielle et Dwayne en tant que parents. Genre, j'ai mon avis, mais c'est tellement facile de parler. Au moins, ils ont géré le truc avec amour. C'est un sujet qui divise, et pourtant, il n'y a que très peu de place pour le débat. C'est soit tu es pour et tu es normal, soit tu es contre et tu es transphobe. C'est dommage. L'interview de Meghan et Harry a fait le tour du monde pour finalement atterrir dans la face de la reine. On sait déjà que l'institution avait retiré les titres de Meghan et Harry avant la diffusion. Après l'interview, ils ont publié un démenti concernant particulièrement les problèmes de racisme. Harry, Meghan et Archie resteront des membres très aimés de la famille, blablabla. Bla bla. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent de toute façon? Il y a beaucoup d'amour entre eux, mais il y a aussi des plaintes pour harcèlement de 10 membres du staff qui prétendent que Meghan les a maltraités. Mais à part ça, tout le monde s'aime. Le prince Charles ne veut plus parler à son fils. D'après une source, il n'a même pas voulu regarder l'interview. Il n'est pas au fond du trou pour cela, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est surpris et très déçu par ce qui a été dit. Il n'a pas regardé l'interview, mais bien sûr, il a entendu ce qui a été dit. Il se sent abandonné par eux deux. Comme Meghan et Harry ont refusé de dire qui avait questionné la couleur de peau de Archie, il y a un tas de spéculations autour de ça. On sait que c'est pas la reine, ni son mari. Du coup, le prince Charles est en tête de liste. La source dément cette théorie en disant qu'il n'y a pas un os de son corps qui soit raciste, et le fait de suggérer le contraire est très blessant. Ouais, bon. On a aussi attrapé le frère de Harry, le prince William, pour lui demander de faire un commentaire. Sir, have you spoken to your brother since the interview? No, I haven't spoken yet, but I will do. And can you just let me know, is the royal family a racist family, sir? No, we're very much not a racist family. Cette histoire a bousculé jusqu'aux plus petites sphères de ce monde. Je parle de moi là. Ma vidéo sur le sujet a été plutôt mal prise, donc je trouvais important d'en parler. Je continue de penser que la famille royale a maltraité Meghan et Harry, car elle n'épargne personne, et surtout pas ceux qui sortent du lot ou qui font de l'ombre à la couronne. Malgré tout, je pense toujours qu'il y avait un parti pris flagrant dans cette interview, et que c'était un move stratégique de la part de Harry et Meghan, ce qui justifie qu'en voyant l'interview, on puisse avoir envie de prendre un minimum de recul. What? L'opinion publique, de manière générale, soutient Meghan et Harry, et de la façon dont j'ai construite ma vidéo et les mots que j'ai employés, ça pouvait donner l'impression que je suis contre eux, et surtout contre Meghan. En vrai, mon but c'était vraiment de résumer l'interview, mais ensuite de montrer qu'il n'y avait pas qu'une seule et unique façon de voir les choses, et aussi de montrer à quel point le pouvoir et l'argent sont au centre de beaucoup de choses. Pendant que le peuple est en train de tweeter ou de gossiper sur ce genre d'interview,
il y a toujours quelqu'un qui compte ses billets. J'ai un ton piquant pratiquement chaque fois que je donne mon avis dans mes vidéos, mais je sais peser mes mots sur certains sujets. Je sais prendre des pincettes quand je le veux bien, donc faut croire que là j'avais pas envie. J'assume ce ton qui est le mien, et ne vous inquiétez pas que je reçois des commentaires en conséquence. Soit de gens qui sont juste vexés que je ne voue pas un culte à Meghan, soit de gens qui n'ont tout simplement pas apprécié la façon dont j'ai donné mon avis. En tout cas, merci à tous ceux qui ont commenté et qui commentent encore d'ailleurs, que ce soit en ma faveur ou en ma défaveur, mais toujours respectueusement. Maintenant, un sujet encore plus grave. Non, je rigole, on va parler de la rupture de Jennifer Lopez et Alex Rodriguez. Ce week-end, la nouvelle est sortie selon laquelle J.Lo et son fiancé auraient rompu. Ils étaient ensemble depuis 4 ans et fiancés depuis 2 ans. On ne connaît pas les raisons, mais si c'est vrai, la nouvelle tombe 1 mois après les rumeurs d'infidélité. Alex avait été accusé d'avoir une relation avec Madison LeCroy, une star de télé-réalité. Madison a dit qu'ils avaient échangé des DM et ses collègues ont balancé qu'ils se FaceTimaient régulièrement. Par contre, elle dit qu'il ne s'est rien passé entre eux. De son côté, les gens de A-Rod ont simplement déclaré qu'il ne la connaît pas, que peut-être il a liké 2-3 photos par-ci par-là et qu'ils se sont DM, mais qu'il ne la connaît pas. Jennifer et Alex ont aussi repoussé 2 fois en 2 ans la date de leur mariage, déclarant que c'était à cause du Covid. Ils ont aussi suivi une thérapie de couple pendant le confinement. Jennifer a dit que c'était bénéfique. Franchement, tout ça, ça veut tout et rien dire. Ils n'ont même pas eux-mêmes confirmé leur rupture, donc vraiment attendons de voir. Pourquoi à chaque fois que Khloé est dans les news, c'est pour qu'elle s'affiche ? C'est une vraie question. Est-ce que vous trouvez que ce sont les gens qui veulent absolument la dénigrer, ou alors c'est elle qui a le don de se ridiculiser sans cesse ? En tout cas, cette fois, le problème, c'est le nouveau visage de Khloé qu'elle nous a révélé dans sa collab avec Epsi. I absolutely love every single one of these products and I'm so excited for you guys to get your hands on it. You guys are going to just Un excès de filtre, un excès de maquillage et surtout une bonne grosse dose de chirurgie. Son visage ne bouge plus. Bref, vous voyez bien. Pour sa défense, moi j'ai pensé qu'elle avait tourné cette pub juste après avoir fait des injections. Je crois que dans les jours qui suivent, le visage reste un peu bloqué et ensuite ça se détend. Après je sais pas, peut-être qu'elle va rester comme ça. Je crois que c'est évident pour tout le monde maintenant que Khloé a un sacré problème de confiance en elle. Elle change de visage sur chaque selfie. Elle ne sort qu'avec des mecs qui la maltraitent et qui la trompent, de la pire des façons. Je pense très fort que son problème c'est elle-même et qu'elle doit faire un travail intérieur. Ceci étant dit, son autre problème c'est les gens qui s'attaquent sans cesse à son physique. Perso, je la clash sur son comportement, pas sur son physique. Mais j'imagine que ça n'aide pas non plus. Voici ce qu'elle en dit. C'est tellement triste que ce soit après que les documentaires soient faits ou que la personne nous quitte que la culpabilité est ressentie par ceux qui l'ont brisée. Mais pas une seconde avant, quelqu'un pense à changer de comportement. Et vous vous demandez pourquoi les autres deviennent fous ? Moi non. Vous ne lâchez rien jusqu'à ce que quelqu'un craque. C'est méprisable. Franchement, elle a raison. On ne devrait pas attendre les tragédies pour commencer à regretter. Et surtout, il devrait y avoir une certaine limite dans les choses que l'on publie. Ceci étant dit, n'oublions pas non plus l'autre point de vue. Khloé, c'est pas Britney Spears. Tout comme elle choisit de continuer à mettre en scène sa vie, elle peut choisir de réorienter sa carrière. En vrai, les sœurs Kardashian évoluent toutes un peu dans des sphères différentes. Tout le monde n'est pas obligé d'être Kim, le sex symbol, ou Kylie Cosmetics, ou Kendall, la top modèle. Kourtney est plus dans le lifestyle. Elle est pas super apprêtée et super maquillée toute la journée. Sa page Instagram n'est pas saturée en filtres et ça lui correspond. Certes, elle a moins de gens qui la suivent. Et ses propres sœurs l'ont clashée et l'ont insultée en gros de paresseuse qui ne travaille pas autant qu'elle. En attendant, Kourtney vit en accord avec elle-même. Pendant que Khloé s'imagine qu'on va plus l'accepter si elle devient comme Kim et Kylie. Je sais, c'est le public qui lui a fait croire ça. Mais c'est un piège pur et simple. N'importe qui regardait les Kardashians au début peut reconnaître qu'on préférait Khloé justement pour sa différence, parce qu'elle apportait quelque chose d'autre. Il y a eu un moment après la mare où elle avait fait son sport et où pour moi elle était au top d'elle-même. Mais quand tu commences à changer pour les autres, il n'y a jamais de limite. Tu sais plus t'arrêter. Je pense que Khloé, c'est l'exemple parfait de « les gens auront toujours quelque chose à dire, quoi que tu fasses. Donc surtout, n'écoute pas les gens. » Et aussi, l'amour de soi, ça vient de l'intérieur. Voilà, c'était les 2 proverbes du jour. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Vous pensez qu'on va apprendre des choses dans le documentaire du garde du corps de Kanye West ? Vous trouvez que Michelle Obama a bien parlé à Zaya Wade ? Qu'est-ce que vous faites si votre enfant veut changer de sexe ? Vous êtes triste pour Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ? Qu'est-ce que vous pensez de toute l'histoire autour de Khloé ? Allez, on se parle en commentaire.